Bonjour tout le monde, le premier numéro de Tronche de Fake est sorti en 2016, en janvier 2016, rendez-vous compte, ça fait 8 ans, ça ne nous rajeunit pas, allez jeter un œil, c'était fait par un Mandax imberbe, jeune et fougueux et avec une diction, il bégaye ce garçon, c'est terrible, on sent qu'il a de gros problèmes. Pas du tout. Désolé. Voilà, c'est une série sur le créationnisme et l'évolution. Vous savez sans doute que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je suis biologiste, j'ai écrit sur la question de l'évolution. Et le rapport qu'on a avec cette théorie et le rejet qu'elle suscite, c'est quelque chose que je trouve fascinant et important. Parce que je pense que mieux comprendre cette théorie permet de mieux réfléchir, de mieux penser le monde, de mieux s'inscrire et d'avoir une épistémologie un peu plus efficace. Bon. Il n'y aura pas de suite à mon analyse de la conférence de l'abbé Framand devant ces pauvres lycéens complètement captifs auxquels il déversait sa profonde ignorance des choses dont il voulait parler. Parce que la fin de sa conférence est chiante. Il n'y a pas grand-chose. C'est rébarbatif, c'est pénible. C'est plus pénible qu'amusant et intéressant. C'était assez intéressant et amusant, je trouve, d'analyser ce qu'il y avait au début de la conférence. Elle est moins par la fin. Donc, on fait l'impasse. Ça fait des années que je me suis dit qu'il faudrait qu'on finisse cette série. Bon, et ben, je la poursuis, en tout cas, aujourd'hui, en lisant avec vous 2 pages du site des témoins de Jéhovah. On va faire créationnisme, ou en tout cas anti-évolutionnisme par fin témoin de Jéhovah, avec un papier, un site qu'on m'a envoyé par mail en me disant regarde ce qui s'y passe. Et je me suis dit, bon, d'abord, la page est ancienne, elle a 10 ans, c'est des sujets que j'ai déjà traités, voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça? Et puis je me suis rappelé un truc tout bête, c'est que tout le monde n'a pas forcément vu les vidéos à l'époque, tout le monde n'a pas retenu tout ce que j'avais à dire là-dessus, et puis le travail de vulgarisation, d'éducation populaire, ça consiste aussi à se répéter. Il faut faire l'effort de revenir sur des sujets peut-être basiques. Si vous avez tout suivi, les 500 vidéos de la chaîne, ça vous paraîtra peut-être être de la redite, encore que la révision soit utile. Et si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, bah, on va essayer de reprendre un petit peu les bases. Et donc, on va voir un peu les différents sophismes, les fallacies, les artifices rhétoriques mis en œuvre sur ces pages pour inciter les jeunes, parce que cette page est adressée aux jeunes, c'est pour endoctriner les jeunes à la foi des témoins de Jéhovah, voilà, comment on manipule un petit peu les gens, même beaucoup les gens, de manière à leur dire ok bon la science soit très bien, la science fait de grandes choses et nous on n'est pas contre la science, mais quand même par rapport à cette théorie il faut accepter la science mais il ne faut pas en accepter les conséquences logiques, il faut refuser ce qu'en réalité la théorie d'évolution nous explique lorsqu'on la comprend bien. Et donc il y a un refus caractérisé de comprendre et donc ça mérite un tronche de fake à leur générique. Bonjour tout le monde, faut-il croire la théorie de l'évolution? Faut-il croire en la théorie de l'évolution? Je sais que le mot croire est embêtant, mais en fait, calmons-nous. On a raison de croire, c'est-à-dire de tenir pour vrai les théories scientifiques établies. Donc le mot croire n'est pas embêtant en soi, c'est pas un vrai débat. En revanche, on m'a envoyé ceci, c'est l'adresse du site de la Tour de Garde des témoins de Jéhovah, voilà, et on m'a envoyé ce lien vers création-évolution. Pourquoi remettre en question la théorie de l'évolution? Je veux découvrir ça avec vous. Je vais essayer de faire quelque chose, c'est-à-dire je vais essayer de ne pas être arrogant et d'être le sceptique ou le savant comme ça qui sait, qui dit « Ah, vous êtes vraiment trop con de croire ça ». J'ai envie que cette vidéo puisse être regardée par les gens qui trouvent que les témoins de Jéhovah ont raison de poser ces questions. C'est dangereux de traiter par le mépris les questions qui nous paraissent idiotes. Il y a plein de questions basiques, peut-être idiotes, qui reposent sur des présupposés bancals, trompeurs, faux, et qu'il faut regarder en face parce qu'ils nous disent quelque chose sur la manière dont la théorie n'est pas comprise, dont on a échoué à l'expliquer. Et évidemment, il y a aussi des gens qui n'ont pas du tout envie de la comprendre et qui, lorsqu'ils ont de l'influence, comme c'est le cas des personnes qui dirigent
des groupes religieux, c'est souvent là que se trouve le problème, ils en profitent. Ils ne veulent pas comprendre et ils vont savonner la pente pour que les gens qui les écoutent ne comprennent pas non plus. Et c'est bien dommage. Alors, qu'est-ce que nous disent les témoins de Jéhovah sur ce site? Petit détail, qui n'en est pas vraiment un. Quand on veut faire l'analyse d'un site comme ça, il faut bien penser à regarder la date. Il faut toujours, quand c'est disponible, s'intéresser à la date du document que vous voulez analyser ou critiquer. Là, il n'y a aucune date nulle part. La dernière modification date de 2014. La page a 10 ans. J'ai aucune raison de penser qu'il y a de nouveaux arguments anti-évolution depuis 10 ans. Et j'ai aucune raison de penser que les témoins de Jéhovah aient changé d'avis là-dessus. Ils l'auraient retiré. N'empêche que, gardons à l'esprit, par honnêteté, que le document date d'il y a 10 ans et que peut-être aujourd'hui il l'écrirait différemment. Je ne sais pas. Alors, vous allez voir que c'est pas exactement un contenu qui ressemble à ce qu'on fait nous ici dans les contenus sceptiques. Donc, c'est une rubrique qui s'appelle « Les jeunes s'interrogent ». Et donc, c'est explicitement destiné aux jeunes qui se demandent si par hasard, ils ne devraient pas croire, accepter de croire, accepter d'adhérer, accepter tout court la théorie de l'évolution comme étant une théorie qui modélise correctement l'histoire du vivant. Parce que les jeunes témoins de Jéhovah ne sont pas plus bêtes que les autres, ils vivent dans le même monde que les autres, en tout cas en partie, et ils sont bien, comme tout le monde, exposés au fait que la science, ça marche. Quand on veut faire un truc, quand on veut faire un avion qui vole, c'est bien d'appliquer les méthodes de la science. Quand on veut faire un médicament qui marche, pareil. Voilà. De manière générale, quand on veut faire le bien ou le mal, la meilleure manière d'obtenir des résultats qui soient cohérents avec ce que vous voulez, c'est d'utiliser une méthode qui ressemble à la science. Et donc, les jeunes témoins de Jéhovah qui s'interrogent le constatent bien. Et comme la science, quoi que vous puissiez en penser, considère que la théorie d'évolution est plus qu'une théorie, c'est un paradigme, c'est l'infrastructure sur laquelle s'embranchent toutes les différentes théories du vivant, l'immunologie, la biologie cellulaire, la génétique, l'épigénétique, tout ce que vous voulez. Donc la science valide la théorie de l'évolution, même si la théorie évolue, et donc les jeunes doivent bien s'en rendre compte. Alors du coup, les témoins de Jéhovah ont une parole à adresser aux jeunes. Alex ne sait plus quoi penser. Il a toujours cru en Dieu et en la création. Mais aujourd'hui, son professeur de biologie a été catégorique. L'évolution est un fait qui s'appuie sur des recherches scientifiques sérieuses. Et là, ils ont raison. Bien souvent, on entend des scientifiques ou des sceptiques, des gens qui sont opposés au créationnisme, dire « l'évolution est un fait ». Non, l'évolution est une théorie. Et tant mieux, c'est ce qu'on lui demande. Les faits sont des tas et des tas et des tas de petits éléments, ou de gros éléments, en tout cas des faits matériels ou des découvertes, des choses très ponctuelles. Et les faits en eux-mêmes sont parfaitement muets. Il faut une théorie pour mettre les faits les uns en regard des autres, les comparer et en tirer quelque chose. Donc, tous les faits que nous connaissons en rapport avec le vivant aujourd'hui et le vivant tel qu'on suppose qu'il était dans le passé, sont cohérents et permettent de construire une théorie générale, un modèle général, qui est l'évolution. Donc l'évolution n'est pas un fait, c'est une théorie, et c'est très très bien, le mot théorie n'est pas gênant. Et l'une des phrases les plus connes qu'on entend, c'est « ceci n'est qu'une théorie ». Dans le langage courant, on comprend bien ce qu'on veut dire, mais en science, quelqu'un qui vous dirait « ça, ce n'est qu'une théorie », vous savez déjà qu'il a des lacunes. Et c'est tout. Il a des lacunes. Si les scientifiques ont des preuves qu'il y a eu évolution, se dit-il, qui suis-je pour les contredire? Alex ne veut pas avoir l'air stupide. Plus que ne pas avoir l'air stupide, Alex devrait ne pas vouloir croire un truc qui est faux. C'est pas grave d'avoir l'air stupide. Il faut pas hésiter à poser des questions lorsque on n'est pas sûr, quitte à paraître bête sur le coup. Vaut mieux paraître ignorant 2 minutes et se guérir face à quelqu'un qui a la réponse, plutôt que rester ignorant, parce que là, on finit par avoir l'air bête un peu. Est-ce que tu te poses les mêmes questions qu'Alex? Tu crois peut-être, depuis toujours, ce que la Bible dit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1:1. Mais récemment, certaines personnes
ont essayé de te convaincre que la création est une légende et que l'évolution est un fait établi. Dois-tu les croire? Pourquoi remettre en question la théorie de l'évolution? 2 raisons de remettre en question la théorie de l'évolution. 1. Les scientifiques ont des points de vue différents sur la théorie de l'évolution. Malgré des dizaines d'années de recherche, les scientifiques ne sont toujours pas parvenus à une explication sur laquelle ils sont tous d'accord. Alors ça, chez vous, je vous laisse jouer quelques instants. Quel est le sophisme, quelle est la fallacie qui est derrière cette phrase? Qu'en penses-tu? Si les scientifiques n'arrivent pas à se mettre d'accord, eux qui sont censés être les spécialistes, n'as-tu pas raison de remettre en question cette théorie? Et là, on a un psaume 10.4. Dans son orgueil, le méchant ne cherche pas à savoir. Il n'y a pas de Dieu, voilà tout ce qu'il pense. Bon, d'accord. En gros, derrière ce psaume, il y a une accusation de pensée motivée. Les scientifiques adhèrent à cette théorie juste parce qu'ils veulent affirmer qu'il n'y a pas de Dieu. Donc c'est un argument qui dit que les scientifiques sont des athées et qu'en cela, ils sont motivés à démontrer que Dieu n'existe pas, ce qui va à l'encontre du concordisme habituel d'un bouquin comme Dieu, la science, les preuves, où on cherche à vous convaincre que les scientifiques, les meilleurs, ils sont croyants. Alors, quel est le sophisme qu'on a derrière cette phrase? Qu'il soit volontaire ou non, cette fallacie, qu'elle soit volontaire ou non, elle pose un problème, c'est celle de la solution parfaite. En gros, on dit tant que les scientifiques ne sont pas tous d'accord à 100% sur un modèle qui expliquerait absolument toutes les étapes, alors on n'a pas de raison d'y croire. Sauf que si un modèle explique bien 80% des choses, et qu'en face on a un récit mythologique qui n'a jamais mis à l'épreuve son récit avec les faits, alors on a beaucoup de bonnes raisons de croire, d'accepter pour vrai la théorie imparfaite et de s'éloigner du récit qui, lui, n'amène aucune garantie épistémique. Or, il se trouve que, oui, on n'a pas la réponse définitive sur quelles sont les étapes exactes, à quelle date, qui ont fait passer de la matière dite inerte à la matière dite vivante, biologique. Il y a plusieurs modèles en compétition, on appelle ça la biogénèse, et c'est un sujet de recherche qui est connexe à la théorie d'évolution. Donc il ne faut pas répondre à ces gens-là. L'apparition de la vie, ça ne concerne pas la théorie d'évolution. Si, ça concerne la théorie d'évolution, mais c'est une extrémité de la théorie, un domaine dont on peut ne pas avoir de réponse sans que ça remette en question le reste. Toujours est-il que cette fallacie ne doit pas être convaincante. Si vous êtes croyant et que vous voulez croire à ça, attention. Ça veut dire que vous êtes binaire, c'est tout ou rien, et que tant que vous n'avez pas une réponse parfaite pour expliquer un phénomène, alors vous avez le droit de rejeter tout en bloc et de choisir ce qui vous plaît le plus. C'est très périlleux comme exercice. Et donc deuxième argument, ce que tu crois a de l'importance. Admettons, je ne suis pas opposé à cela a priori, sauf que ce que je crois sur le réel n'engage pas le réel. Ce que je crois sur la taille de la France ou de la Corse ou de la Mauritanie n'a aucun impact sur la taille réelle de ces pays. Et si je crois à la projection de Mercator sur une planisphère pour rendre compte de la taille des continents, ça ne change rien au fait que l'Afrique est beaucoup plus grande que ce qu'on voit sur un planisphère habituel. Le réel, on n'a rien à cirer de ce qu'on pense. Mais, en tant qu'être humain, oui, ce que je crois a de l'importance. Si la vie est apparue par hasard, alors notre vie et tout ce qui compose l'univers n'a pas de sens, dit Zacharie. Un personnage, je suppose. Et il n'a pas tort. Si la théorie de l'évolution était exacte, la vie n'aurait manifestement pas de sens réel. Et là, on cite Corinthiens. Si, comme d'autres hommes, j'ai combattu contre des bêtes sauvages à Éphèse, à quoi cela me sert-il? Si les morts ne doivent pas être ressuscités, mangeons et buvons, car demain il nous faudra mourir. Bon, donc là on allume l'angoisse existentielle. À quoi bon tout ça si en fait à la fin on meurt et puis c'est tout? Bon, maintenant,
Si la vie a été créée, nous pouvons trouver des réponses satisfaisantes à nos questions sur le but de la vie et sur ce que l'avenir nous réserve, Jérémie 29, 11. Car je sais bien ce que j'envisage pour vous, déclare Jéhovah. C'est la paix que je veux pour vous, et non le malheur. Je veux vous donner un avenir et un espoir. Ça va être chiant, cette manie de citer des phrases qui n'ont pas tellement de lien. Alors, qu'en penses-tu, nous dit le site. Qu'est-ce que ça change pour toi de savoir si la vie a évolué ou si elle a été créée? La question du sens de la vie ne disparaît pas si on croit que le vivant existe par les vertus, les propriétés seules de la matière, qui se démerdent toutes seules pour produire des structures complexes comme les flocons de neige, comme les biomolécules, et puis par les jeux de la sélection naturelle, finit par produire des organismes autoréplicateurs, voilà, et paf, et on enchaîne avec l'histoire du vivant, et sur quelques milliards d'années, on aboutit à des trucs comme nous. Bon. Même si nous sommes le résultat d'un mécanisme non dirigé, que personne n'a voulu, même si nous ne sommes pas un projet, et ben le sens de la vie, il faut qu'on le trouve. On peut très bien être nihiliste, c'est-à-dire que tout ça n'a aucun sens et que rien n'a d'importance, mais la plupart des gens quand même considèrent que c'est important d'avoir des relations avec les êtres humains autour de nous, que c'est important de s'émanciper, de se réaliser, d'avoir des projets personnels. Et le fait est qu'on peut trouver dans ce qu'on fait le sens de la vie que l'on mène. Et il y a plein de gens qui vivent très heureux sans croire en Dieu ou quoi ou qu'est-ce. Donc là, il y a une sorte de tentative de noyer les poissons et de faire peur. On a une sorte de chiffon rouge. Attention, 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 si tu arrêtes de croire à la création, alors ta vie n'a plus aucun sens. Ben si, ta vie peut avoir d'autant plus de sens que tu peux lui en trouver, tu peux en changer, tu peux faire évoluer le sens que tu as pour ton existence. Et c'est une bonne nouvelle, en fait. Hein, je viens vous apporter la bonne nouvelle. Des questions qui méritent réflexion, nous dit le site. Certains disent que tout dans l'univers est le produit du Big Bang. Qu'est-ce qui est à l'origine du Big Bang? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui semble le plus logique? Que tout soit apparu à partir de rien ou que quelque chose ou quelqu'un soit à l'origine de tout? Et là, on a une sorte d'homme de paille puisque la cosmologie ne nous dit pas que le Big Bang, c'est le début de l'univers qui démarre à partir de rien, parce que la cosmologie ne nous dit pas qu'il n'y avait rien avant. Allez vérifier. Vérifiez ce que dit la science. Est-ce que la science nous dit que l'univers a été créé à partir de rien? Ou est né à partir de rien? Ou est apparu à partir de rien? Non. Non, non. Le Big Bang, c'est aussi un modèle, c'est aussi une théorie, c'est un événement dans le passé qui est ce qui s'est produit de plus loin qu'on puisse modéliser avec les outils actuels. On a modélisé l'histoire du cosmos, et le cosmos, dans le passé lointain, est extrêmement dense, extrêmement chaud, extrêmement petit, et in fine, il se réduit à une sorte de singularité, un point infiniment dense, infiniment chaud. Et ces infinis, en fait, sont un indice fort que le modèle qu'on utilise est imparfait. Quand votre modèle arrive à des valeurs infinies, c'est que le modèle crache. En fait, c'est que vous avez le blue screen de la mort. Et donc le Big Bang, c'est un peu l'écran bleu de la mort de la science actuelle. La cosmologie ne sait pas aller au-delà. Et quand on ne sait pas aller au-delà, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire « je ne sais pas ». Certainement pas « avant, il n'y avait rien ». Parce que le concept d'avant, en soi, est embêtant, puisque les modèles font apparaître le temps avec l'espace au Big Bang. Donc il n'y avait pas de temps avant, donc il n'y a pas d'avant avant. Ces questions-là, si elles vous parlent, ça veut dire que vous n'avez pas chopé ces informations sur ce que dit et ne dit pas la science et la cosmologie là-dessus. Je ne suis pas cosmologiste moi-même. Ne me croyez pas sur parole. Allez vérifier. Qu'est-ce que disent les modèles sur le Big Bang? Est-ce que le Big Bang est la réponse à quelle est l'origine de l'univers? Vous verrez que non. Le Big Bang, c'est la fin de là où on peut aller, c'est le mur derrière lequel la science échoue à nous dire ce qu'il se passe. Et donc, ce qui est de plus logique, potentiellement, je propose une réponse potentielle, mais là c'est une proposition, il est bien possible
qu'il n'y ait pas eu rien avant et qu'il y ait toujours eu quelque chose. Est-ce qu'on a la preuve qu'un néant absolu avec rien puisse exister? Demandez-vous, dans le monde dans lequel on vit, on n'a jamais fait l'expérience d'un néant total, et encore moins d'un esprit qui existerait dans le néant total et qui dirait hop, fiat lux, et le monde est créé. Donc si on se base uniquement sur le bon sens, et c'est un petit peu ce qu'ils veulent faire, alors l'hypothèse que il y avait quelque chose avant le Big Bang, je ne sais pas quoi, est peut-être plus crédible qu'il n'y avait rien, et quelqu'un a voulu qu'il y ait quelque chose. Certains disent que les humains ont évolué à partir des animaux. C'est embêtant parce que ce que dit la science, c'est que l'être humain est un animal. C'est-à-dire, quand on définit un animal en biologie, c'est un organisme. Alors, je n'ai pas révisé ma biologie et ma systématique, mais en gros, c'est un organisme animal, donc métazoaire, pluricellulaire, animal, donc hétérotrophe, qui ne produit pas sa propre matière organique, comme les plantes le font avec la photosynthèse, diplo ou triploblastique, cordé ou pas cordé, voilà. Et nous sommes des animaux parce que nous possédons, notre corps possède toutes les caractéristiques des animaux, des cordés, des vertébrés, des mammifères, des primates. Donc, c'est pas qu'on a évolué à partir des animaux, c'est que nous sommes une espèce animale particulière. Chaque espèce est particulière. Chaque espèce a ses spécificités par définition. Mais on n'est pas distinct, il n'y a pas de distance ontologique entre les humains et le monde animal. C'est ça que dit la science. Si les humains ont évolué à partir d'animaux comme les singes, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, pourquoi y a-t-il une différence aussi énorme entre les capacités intellectuelles des humains et celles des singes? C'est une bonne question, ça. Pourquoi le cerveau humain est-il si différent Alors, est-ce qu'il est différent? Il est plus gros. Ça, pour avoir une réponse, il faut s'intéresser à ce que dit la paléologie, l'anthropologie du passé, l'anatomie, la physiologie et les neurosciences du cerveau qui nous disent comment il fonctionne et sur quoi ça repose. Il y a plein d'animaux sur Terre qui ont des capacités qui surpassent les nôtres. On n'a pas un œil, il est pas mal, mais on n'a pas un œil terrible. Les sèches ont un œil qui est monté à l'endroit. Nous, il est monté à l'envers, on a une tache aveugle. Bon, on a un bordel de fatras avec le nerf pharyngé qui passe sous l'aorte pour revenir, parce que chez les poissons, c'était tout droit, et puis chez nous, avec les modifications morphologiques, ça fait des nœuds. Il y a plein d'animaux qui sont plus forts que nous pour voler, on ne sait pas voler, qui peuvent respirer sous l'eau, ça on ne sait pas faire, qui sont capables d'aller plus vite que nous, qui sont capables de résister à des maladies. Les requins ont très peu de cancers, ils en ont parfois, mais ils ont très peu de cancers. Chaque espèce a ses spécificités. Pourquoi voulez-vous faire du cerveau humain quelque chose qui soit inexplicable avant d'avoir été lire ce que disent les sciences en termes de tentatives d'explication? Pourquoi même les formes de vie les plus simples sont-elles incroyablement complexes? Donc ça, on va nous amener vers la complexité irréductible, qui est un concept fallacieux. Oui, les organismes les plus simples que l'on connaît sont déjà extrêmement complexes parce que il y a eu un passage d'un cap, il y a eu un seuil qui a été franchi dans l'histoire du vivant lorsqu'on qu'ont commencé à exister les premières cellules autonomes qui sont devenues tellement efficaces en termes d'évolution, en termes de reproduction, d'exploitation des ressources, de croissance, de division et d'évolution, que les autres formes plus basiques n'ont pas été assez compétitives et ont disparu. C'est une hypothèse. Donc cette question-là, c'est facile de la poser comme ça, comme si c'était une question qui dirimente, comme ça, qui met dans l'embarras les évolutionnistes. Non, on est d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de complexité et que les organismes sont très complexes, mais ils ont eu quelques milliards d'années pour le devenir. Même les plus simples, avant qu'on passe à plusieurs cellules, la vie est restée unicellulaire pendant 3 milliards d'années. Certains disent que
L'évolution est un fait établi. Bon, ça j'ai répondu auparavant, non, c'est une théorie. La personne qui prétend cela a-t-elle fait elle-même des recherches sur la question et trouvé des preuves? C'est comme tout, la plupart des gens n'ont pas fait des recherches pour trouver des preuves sur l'existence de Napoléon. Mais il y a des historiens, il y a consensus, il y a plein d'éléments, on nous en parle, j'ai pas besoin de faire des démarches personnelles pour m'assurer que les preuves existent pour tout ce que je crois être vrai. Vous le savez bien, vous-même c'est pareil. La plupart des choses que vous acceptez comme étant vraies, vous n'avez pas fait l'effort d'aller vérifier les preuves. On vous l'a appris, on vous l'a dit, vous l'avez entendu, vous avez lu des trucs dessus, vous avez visité des pays ou des régions, où on vous a expliqué l'histoire sans vous démontrer qu'il y avait une version bonne de l'histoire et que tout le reste était forcément faux. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, parce qu'il n'y a quasiment aucune des connaissances que vous avez qui est absolument 100% certaine. Il y a des nuances. Combien de personnes croient à l'évolution juste parce qu'on leur a dit que les gens intelligents y croient? Ça c'est vrai, ça c'est un bon argument en fait. Il y a beaucoup de gens qui acceptent la théorie d'évolution parce qu'ils savent que c'est le fruit du travail des experts du domaine, de la vie, de la biologie, et que donc il faut leur faire confiance. C'est vrai. Mais c'est vrai pour tous les champs de la connaissance. Je me fie aux géologues pour m'expliquer c'est quoi un schiste, c'est quoi un gypse, c'est quoi un granit. Je n'ai pas fait l'expérience personnelle de doser les composés des différentes roches et d'établir sur quelques millions d'années quelle est leur histoire. Je ne l'ai pas fait, vous non plus. Il y a quelques gens qui l'ont fait, ça s'appelle des géologues. Par définition, vous ne pouvez pas reproduire sans cesse, réinventer la roue, réinventer l'eau chaude, parce que sinon, l'espèce ne ferait aucun progrès. C'est la fameuse phrase « Nous sommes juchés sur les épaules de géants ». Nous sommes des nains sur les épaules de géants. Nos prédécesseurs, sur des siècles et des siècles, ont produit de la connaissance. C'est lourd à produire, c'est compliqué à produire. Donc, par respect pour le travail fait, on ne va pas le refaire sans cesse, même s'il faut vérifier les choses. Donc, c'est un vrai argument. La plupart des gens qui acceptent la théorie d'évolution, et certains de ceux qui veulent la défendre, ne la connaissent pas forcément aussi bien qu'ils le croient, et souvent on la défend mal. Ça, c'est un vrai piège. Ce qu'ils en pensent. Gwen. Imagine, quelqu'un te dit qu'il y a eu une explosion dans une imprimerie. Là, on va voir l'argument que m'a sorti Arnaud Dumouche maintes fois dans notre débat, l'argument que le hasard ne peut pas produire de l'ordre. Que l'encre a éclaboussé les murs, les plafonds, et qu'un dictionnaire complet s'est formé. Tu ne le croirais pas? Eh bien, il est encore plus difficile de croire que tout dans l'univers ordonné soit le résultat du Big Bang. Oui, parce que c'est pas Big Bang, paf, Gwendoline, sur Internet. Il y a eu plein d'étapes. Il y a eu plein d'étapes dont on n'a pas encore tout élucidé. Et si on veut avoir une chance d'élucider, il faut que Gwen fasse de la science et qu'elle contribue à la production de connaissances. Et peut-être que Gwen va amener un tout petit élément de connaissances en plus qu'on va ajouter au corpus des connaissances humaines et qu'à la fin, grâce à Gwen et les autres, on aura la réponse à comment tout ça marche, quelle est l'histoire du vivant. Jessica, les qualités qu'ont les humains ne sont pas indispensables à leur survie. Elles vont bien au-delà. On soigne les malades, on aide les plus faibles. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça si la théorie de l'évolution, avec son concept de la survie du plus apte, était exacte? Intéressant ça. Parce que ça veut dire que Jessica croit que la théorie de l'évolution, c'est que tout le monde est en compétition avec tout le monde et qu'on doit se battre pour survivre en laissant crever les autres. Ben non, il y a un truc qui s'appelle l'altruisme. Il y a plein d'espèces, et pas que les humains, où les individus apparentés s'aident les uns les autres, les fourmis, en gros tous les insectes eusociaux, les mammifères souvent qui vivent en groupe, les meutes de loups, chez les éléphants, même les baleines, les dauphins vivent en groupe parce que vivre en groupe et s'entraider, ça maximise mon succès personnel. En tant qu'individu, si je veux avoir un maximum de chance, c'est pas mon but, hein, mais bon, d'un point de vue évolutionnaire, c'est le critère important, de me reproduire et d'avoir des enfants en bonne santé qui pourront se reproduire,
mon intérêt personnel, il va être servi si j'ai des alliés, si j'entre dans des coalitions, si on est d'accord entre nous et qu'on s'entraide, et que du coup, ça va permettre d'avoir accès à des ressources et de se protéger contre des dangers. Donc l'entraide et toute la morale humaine dérivent de comportements qui sont biologiquement, évolutionnairement positifs. Ce sont des stratégies évolutionnairement stables. C'est comme ça qu'on appelle les stratégies d'altruisme. Et de la nature, on a plein d'exemples d'entraide, même parfois entre espèces. Certaines espèces ont intérêt à aider les autres à produire des fruits, par exemple, pour que l'autre espèce en mange et aille disséminer les graines. C'est une forme totalement inconsciente, bien sûr, d'entraide. Et donc, nous, on a rajouté une échelle, c'est que on a des concepts dans le cerveau qui permettent de maximiser cette capacité de coalition, d'entraide, d'organisation, de collaboration entre les humains. Et ça, les théories de l'évolution, je dis les théories, les différentes disciplines accolées à la théorie de l'évolution, tout ce qui est anthropologie, etc., l'expliquent très bien. Plutôt bien, disons. On a de bonnes explications sur pourquoi est-ce qu'on a ces comportements. Et donc, ces qualités humaines ne sont pas indispensables à notre survie aujourd'hui, mais nous en avons hérité parce que dans le passé, elles ont apporté un bénéfice aux personnes qui étaient porteuses des critères, des caractères qui permettaient ces qualités. Voilà, donc Jessica, elle pose une bonne question, et j'espère que du coup, cette réponse, vous pourrez lui partager parce qu'elle en a peut-être besoin. Julia, on a que des filles qui posent des questions, c'est marrant. Si en marchant dans la forêt, tu vois une cabane en rondin de bois, est-ce que tu te dis, c'est génial, les arbres sont tombés juste comme il faut pour construire une cabane? Bien sûr que non, ce ne serait pas très normal. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait croire que tout dans l'univers est apparu par hasard? C'est la même question, c'est le même argument, on le reformule, il n'y a rien de neuf. Bon, on recroise encore ce même type d'argument un peu partout. Et encore une fois, même si elles peuvent paraître un petit peu bêtes, ces questions, elles ne le sont pas. Elles sont le symptôme que dans la vulgarisation de tout cela, ces données ne sont pas bien passées. Quand on regarde des documentaires animaliers qui font parfois la part belle à l'évolution, souvent on fait des raccourcis. Il manque ces notions de là. On dit que l'évolution, c'est la survie du plus apte, c'est la compétition. Et pas seulement. L'altruisme est une donnée importante dans l'histoire de la lignée humaine, en tout cas. Création-évolution, troisième partie, les jeunes s'interrogent. Pourquoi croire en la création? Bon, on est en train d'expliquer aux jeunes comment se défendre, comment s'immuniser contre la connaissance qui regarde les questions du vivant et de son origine et de son évolution. Ça met extrêmement mal à l'aise, ce type de contenu, franchement. Si tu crois en la création, certains vont penser que tu es stupide, que tu t'accroches à ce que tes parents t'ont raconté quand tu étais petit, ou que ta religion t'a fait un lavage de cerveau. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui vont penser ça. Ça peut être vrai. En général, on est croyant et on croit dans la théorie, dans la création et on rejette l'évolution parce qu'on a hérité cette croyance de ses parents ou de son milieu. Pas toujours, mais c'est souvent le cas. Stupide, non. Il n'y a pas de lien robuste qui montrerait que les gens qui refusent ça sont stupides. En tout cas, ce n'est pas une preuve d'intelligence de refuser les sources les plus fiables, ça c'est clair. Et que ta religion t'a fait un lavage de cerveau, malheureusement oui, la religion est très efficace. C'est pas le seul moyen, mais pour faire un lavage de cerveau, pour endoctriner et pour faire que les gens perdent leur capacité à s'interroger et à chercher de nouvelles sources d'informations plus fiables. Bon, est-ce que tu partages l'opinion de Jeannette? Peut-être que du coup tu n'es pas tout à fait sûr de croire en la création. Et c'est normal, personne n'aime passer pour un ignorant. Qu'est-ce qui peut t'aider? Ce qui pourrait t'empêcher de croire en la création. 1. Si tu crois en la création, on va penser que tu es contre la science. Mon professeur a dit que si certains croient en la création, c'est parce qu'ils sont trop paresseux pour chercher à expliquer comment le monde fonctionne. Encore une fois, il est bien possible que parfois des gens formulent ça comme ça. Il faudrait arrêter. Ce n'est pas une preuve de paresse. Parfois, la pensée, elle est paralysée. Parfois, on n'ose pas s'interroger. Parfois, on a peur
on a des angoisses, et il y a plein de certitudes que nous avons, vous comme moi, différentes de celles qui concernent l'évolution ou la création. On a des certitudes qui sont un petit peu fausses et qu'on n'a pas envie de questionner. C'est pas une paresse, c'est que la pensée critique, c'est coûteux, ça demande des efforts, et on ne peut pas être constamment en train de douter de tout ce qu'on croit. Et donc, il y a des domaines qu'on épargne. Et il y a des gens pour lesquels la théorie, le récit de la création, il est important pour leur vie. Ils ne veulent pas aller grappiller ce qu'il y a dessous pour mettre ça en question. Ce n'est pas de la paresse. Alors, ça peut être de la paresse. Mais je ne crois pas que ce soit l'ingrédient principal. Il y a d'autres motifs, d'autres affects qui sont en jeu là-dedans. Ce que tu dois savoir, ceux qui prétendent cela sont mal renseignés. Des scientifiques réputés comme Galilée et Isaac Newton croyaient en un créateur. Quel est le nom de cette fallacie? Je vous laisse réfléchir. Leur croyance n'était pas en contradiction avec leur amour pour la science. Pareillement, pour certains scientifiques, aujourd'hui, la science et la croyance en la création ne sont pas incompatibles. Du coup, on revient vers le concordisme. Là, on a la fallacie de l'appel à l'autorité, le fait que des gens très intelligents, très brillants dans le passé aient été des croyants, nous renseigne sur le fait qu'à une époque, pour faire des études, il fallait être croyant. Toujours est-il qu'il y a encore aujourd'hui des croyants et chercheurs, savants, érudits, brillants, sans problème, bien sûr, mais statistiquement, c'est une donnée extrêmement solide. Quand on compare la population générale d'un pays avec la population du même pays, des gens qui sont des chercheurs, qui ont donc Bac+8 au moins, et qui produisent des connaissances dans différents domaines, le niveau de croyance en Dieu dans la population des chercheurs est beaucoup plus faible que celui de la population générale. Donc quand on fait de la science, on est moins croyant, donc il y a une forme d'incompatibilité, même si beaucoup d'êtres humains peuvent vivre avec des incohérences dans la tête. Donc la phrase est trompeuse. On donne quelques exemples. Comment on appelle cette méthode où on prend quelques exemples et on oublie tout le reste? C'est le cherry picking, le picorage comme ça, la cueillette des cerises. On prend quelques éléments et on les regarde, on est obnubilé, on oublie que ça ne nous dit rien sur tout le reste. Et pas Newton et Galilée ne nous disent rien sur tous les autres chercheurs, les autres savants du passé et surtout du présent dans leur rapport à la religion. Et c'est ceci, tape l'expression « parle de sa foi », entre guillemets, dans le champ de recherche de la bibliothèque en ligne Watchtower. Donc on ne dit pas aux gens d'aller regarder sur Google dehors. Non, tu regardes dans le site Watchtower uniquement, tu ne vas pas ailleurs. Et tu vas voir des exemples de médecins et de scientifiques qui croient en la création. Donc cherry picking, argument d'autorité et témoignage personnel. Ce sont des modes d'argumentation qui ne sont pas extrêmement convaincants. Qui peuvent avoir l'air convaincants, qui peuvent convaincre, mais qui n'ont pas de valeur épistémique très forte en réalité. 2. Si tu crois le récit biblique de la création, on va penser que tu es un fanatique religieux. Beaucoup de gens trouvent que c'est complètement ridicule de croire en la création. Pour eux, le récit de la Genèse n'est qu'une légende. Je suis d'accord pour dire que le récit est une légende et que c'est ridicule de croire que le récit raconte une histoire vraie, avec des mots qui décrivent de manière transparente les éléments tels qu'ils se sont passés. Non, il n'y a pas eu un Adam et une Ève. La biologie nous dit que non. Il y a eu des populations. L'histoire du vivant est une histoire des populations. Les individus sont là. Les individus sont les briques indispensables aux générations, mais les individus tout seuls ne réalisent pas grand-chose dans l'histoire du vivant. Il faut qu'il y ait des interactions, et ce sont les populations qui sont l'échelle de la compréhension des phénomènes. Ce que tu dois savoir, beaucoup ont des idées fausses sur le récit biblique de la création. Par exemple, certains créationnistes prétendent que la Terre a été créée à une époque récente et que la vie a été créée en 6 jours de 24 heures. La Bible ne défend aucune de ces deux idées. Donc là, on a du créationnisme terre vieille. Peut-être que vous l'ignorez, mais on a différents parfums de créationnisme. On a les terres jeunes qui disent que la Terre a 6000 ans. Parce que quand on fait le compte de l'arbre généalogique de Jésus et des grands patriarches de la Bible entre Adam et Jésus, on a le nom
les patriarches, on a l'âge à laquelle ils ont engendré leur fils et on a l'âge à laquelle ils sont morts. Et quelqu'un, c'était James Ussher, a calculé l'âge de la Terre sur cette base. Et la Terre est née en octobre 4004 avant Jésus-Christ. Je ne sais plus quel jour, euh, 13, 16, 23 octobre, je mets ça en info sur l'écran. Et il y a des gens qui considèrent que, comme la Bible dit vrai, alors le calcul de James Ussher est vrai, et donc on connaît la date de la création en 4004 avant Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que nous dit le site des témoins de Jéhovah. Ils considèrent qu'une lecture littérale n'est pas vraie et que la Bible s'exprime de manière certainement un peu imagée. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Genèse 1.1 dit simplement « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Ce verset ne contredit pas les faits scientifiques indiquant que la Terre est vieille de milliards d'années. Le mot « jour » utilisé en Genèse peut s'appliquer à de longues périodes. En Genèse 2.4, par exemple, le mot « jour » est employé pour désigner l'ensemble des 6 jours de création. La question de « c'est mal traduit » est un argument dommage. Je fais une parenthèse. Si vous détenez le texte que le créateur du cosmos a voulu que vous lisiez pour avoir accès à sa parole, et que ce texte auquel vous avez accès par sa volonté est un texte où les mots ne veulent pas dire ce qu'ils disent parce qu'ils ont été mal traduits, c'est quand même dommage que Dieu, dans sa sagesse infinie, n'ait trouvé aucun moyen de vous donner accès à sa parole telle qu'elle est, et donc vous condamne à vous tromper. Si Dieu vous condamne, vous, qui faites confiance à un texte, à vous tromper dans le sens des mots quand vous le lisez en toute sincérité, ça veut peut-être dire quelque chose sur la cohérence du récit auquel vous voulez croire. Bien. Conclusion, le récit biblique de la création et les faits scientifiques ne se contredisent pas. Bon, petit effort de concordisme. Le concordisme, c'est lorsqu'on tente de dire que la science et les religions ne se contredisent pas, que tout va très bien, que tout va ensemble, et que, évidemment, toutes les connaissances scientifiques qui sont vraies ne peuvent pas dire l'inverse de ce que la religion dit, et parce qu'elle est vraie aussi. On part du principe que les deux doivent être d'accord, et donc on en conclut que elles sont d'accord. Réfléchis à ce que tu crois. La croyance en la création ne demande pas une foi aveugle. Elle s'appuie, au contraire, sur un raisonnement logique. Regarde. Comme tu as pu le constater dans ta vie, qui dit conception dit à chaque fois concepteur. Oui, c'est le sens des mots. C'est pourquoi le mot création implique un créateur. Mais si on retient le mot création et qu'on dit origine, apparition, l'apparition d'une espèce n'implique pas l'existence d'un appariteur. Ok ? Si vous utilisez le mot création, dans le sens où vous avez besoin qu'il y ait un créateur, cette fallacie, ce sophisme, comment s'appelle-t-il ? Quand vous dites « si ceci, alors cela », or je vois cela, donc ça implique que la cause que j'ai invoquée est forcément la cause à l'origine de ce que je vois. C'est ce qu'on appelle l'affirmation de l'antécédent. Et c'est un sophisme. Décrire de manière neutre le monde tel qu'il est implique de ne pas injecter dans le mot création l'existence d'un créateur. Du coup, on retire le mot création et on parle de la nature, qui est un mot peut-être aussi chargé. Tous les mots sont un peu chargés, et c'est un problème de mots, plus qu'un problème dans le réel. Quand tu vois un appareil photo, un avion ou une maison, tu te dis logiquement que quelqu'un l'a conçu. Pourquoi changerais-tu de logique quand tu penses à l'œil humain, à un oiseau dans le ciel ou à notre planète ? Parce que comparaison n'est pas raison. Parce qu'on a des traces de l'histoire du vivant. Et parce que, je ne vais pas me répéter 20 fois, qu'en penses-tu ? Souvent, les ingénieurs copient ce qu'ils observent dans la nature pour améliorer leurs inventions. Et ils veulent à juste titre que leur travail soit reconnu. Est-il logique de reconnaître le mérite d'un inventeur pour son travail et de ne pas reconnaître le mérite du créateur pour ses réalisations bien supérieures ? La nature a eu des milliards d'années pour faire un goéland. La nature a échoué misérablement dans 99% des cas parce que la plupart des espèces vivantes ont disparu. La plupart des rameaux du vivant sont interrompus, sont morts. Donc le vivant vit sur un énorme charnier. La plupart des lignées
disparaissent. Il y a beaucoup d'échecs, et ça s'appelle le biais du survivant. On constate que la nature est bien faite, puisque les animaux et les plantes que l'on voit dans la nature sont adaptés à leur environnement. Et on oublie tous les organismes qui ne sont pas là, parce que leurs ancêtres sont morts avant, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment adaptés ou n'ont pas eu de bol. Et donc on cite l'œil humain, je vous rappelle que l'œil humain a une tache aveugle en plein milieu. Comment on explique cette tache aveugle? L'histoire de l'évolution de l'œil des vertébrés rend justice à pourquoi l'œil a cette structure aujourd'hui qui est moins logique que l'œil de la seiche. Est-ce que Dieu aime mieux les seiches que les humains? C'est possible, chacun ses goûts. Des outils qui peuvent t'aider à examiner les faits. Tu peux renforcer ta croyance en la création, et c'est ça le but ici, en réfléchissant aux éléments de preuve que fournit la nature. Et c'est ceci. Tape l'expression hasard ou conception et on recommence. Et donc là, tout ça, tous ces contenus sont dirigés vers les jeunes. Je sais pas, c'est fait pour des gamins de 9 à 15 ans, je suppose. Et moi, je trouve que c'est pas bien d'enfermer des enfants dans des outils de recherche qui les laissent dans un site. Les témoins de Jéhovah sont quand même dans une dérive sectaire pour la Mivilude. Il y a des raisons à cela. Et notamment cet enfermement et cette volonté de dire que la science a tort. La théorie d'évolution, elle est démontrée par l'immunité, elle est démontrée par l'épidémiologie. Quand on voit comment se disperse un virus, un microbe, quand on regarde en bactériologie la sélection qu'on peut opérer sur des souches bactériennes avec des molécules, ceci, cela, on voit l'évolution en direct. Alors sur des organismes comme nous, où le temps de génération c'est de 15-20 ans, c'est pas pareil que quand le temps est de 20 minutes, bien sûr. Donc on ne peut pas voir l'évolution se produire sous nos yeux comme ça, encore qu'on a des espèces de lézards, notamment sur des petites îles en Méditerranée, on a vu en 30 ans des populations se transformer. C'est toujours des lézards, monsieur, mais ils sont un peu différents quand même. Donc, on n'a rien de neuf là-dedans, c'est toujours les mêmes arguments, mais je crois que c'est important de revenir un peu aux bases. C'est important. Voilà. En fait, de la vulgarisation, c'est important qu'un contenu comme ça qui est destiné aux enfants, j'espère que la vidéo que je suis en train de faire est accessible aux jeunes de 10 à 15 ans. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez cet âge-là, et que vous trouvez que la vidéo est bien, ou que vous pensez que cette vidéo elle n'est pas bien du tout, mettez un commentaire gentil et expliquez pourquoi vous pensez ce que vous pensez. Vraiment. Et si vous avez à côté de vous des jeunes qui se posent des questions sur pourquoi est-ce que la théorie d'évolution serait vraie, ou pourquoi est-ce que la création serait fausse, ça m'intéresse d'avoir leur retour. Je finis avec ce qu'ils en pensent. On a Anna qui dit « Quand j'ai découvert dans mes cours de sciences la complexité des plantes, des animaux et du corps humain, ça m'a vraiment impressionné. Je n'en doute pas, tout ça a été fait par un créateur. Je pense que c'est pour croire en l'évolution qu'il faut avoir une foi aveugle, pas pour croire en la création. » On a cette comparaison, l'évolution serait une croyance. Il faudrait plus de foi pour croire en l'évolution. Et d'une certaine manière, il considère que c'est un argument que de rabaisser la science à être une croyance. Et je trouve que ça en dit beaucoup, en fait. Ils ont conscience que si l'évolution est considérée comme une science, alors ce récit, ce modèle, est plus valide que le récit religieux. Ils en ont conscience puisqu'ils utilisent cet argument. Et s'étonner de ce que les choses soient ce qu'elles sont, c'est le début de la science, disait Aristote. Et donc Anna, c'est très bien ce qu'elle dit Anna. C'est impressionnant tout ça. Mais si Anna se dit la complexité du vivant implique qu'il y a un créateur, est-ce qu'Anna va chercher à faire des sciences pour comprendre mieux? Les chances sont plus faibles. Il y a plus de chances qu'elle s'arrête là. Il y a un créateur et basta, il n'y a rien à comprendre. Alors que si quelqu'un à côté d'elle, sa voisine, croit que en fait, on peut expliquer, que les sciences peuvent expliquer l'origine du vivant, parce que dire qu'il y a un créateur, c'est pas une explication suffisante, elle va faire carrière en sciences, elle va chercher des choses, et ses découvertes vont aider à comprendre comment marche le vivant, et peut-être à combattre les cancers. Le cancer aussi est une maladie qu'on comprend mieux lorsqu'on regarde avec un œil évolutionniste.
Et enfin, Thalia. J'aime la rubrique hasard ou conception de Réveillez-vous. Pour moi, elle prouve que la théorie de l'évolution ne peut pas être exacte. C'est carrément illogique de penser que quelque chose d'aussi beau qu'un papillon ou qu'un colibri peut venir à l'existence par hasard. Et je finirai là-dessus. C'est aussi un concept mal compris. La théorie de l'évolution et la sélection naturelle donnent sa place au hasard. C'est par hasard que certaines mutations se produisent dans certaines cellules. Il y a du hasard dans les événements qui se produisent dans votre vie. Si un pot de fleurs vous tombe sur le crâne et vous tue, bah, il y a du hasard et en même temps, c'est parce que vous alliez acheter votre baguette et que vous passiez en bas et que Géraldine arrosait ses plantes. Donc il n'y a pas de hasard, il y a bien une chaîne causale. Vous allez prendre votre baguette et une chaîne causale qui est Géraldine arrose ses plantes et fait tomber son pot de fleurs, mais il y a une coïncidence entre les deux qui fait que vous êtes mort. Pour vous, c'est super important, mais à l'échelle de l'univers, c'est du hasard. En revanche, quand on regarde sur le long terme, sur la profondeur du temps, l'histoire des lignées, le hasard, il disparaît. Si nous avons des mains, des yeux, des organes, un tube digestif, c'est parce que ces caractères-là étaient extrêmement précieux pour nos prédécesseurs et que lorsqu'ils ont produit des petits bébés et qu'ils étaient mal formés, qu'ils n'avaient plus de mains, plus de tube digestif, plus de bouche, et ben ces organismes-là, soit ils mouraient, soit ils étaient peu performants pour se reproduire. Et donc, la sélection naturelle qui sanctionne par une mortalité différentielle les caractères insuffisamment adaptés à l'environnement n'agit pas par hasard. L'adéquation entre votre phénotype, votre corps et votre environnement, si l'adéquation ne se fait pas, eh ben, ce n'est pas un hasard si vous mourrez plutôt que les autres et que vous n'avez pas de descendance. Donc l'évolution regardée par le biais de la sélection naturelle, c'est l'inverse du hasard. C'est pour ça qu'il y a des pressions de sélection logiques, cohérentes au cours des générations qui impliquent qu'on observe une sorte de direction à l'évolution vers une adaptation à certains caractères, à certaines contraintes de l'environnement qui sont stables dans le temps, dans notre environnement. Bref, je finirai en vous disant que vous avez bien raison de vous demander est-ce que la théorie d'évolution est vraie, que dans mon livre L'ironie d'évolution, j'explique que le cerveau humain, il est le résultat d'une histoire qui le conduit à accepter, à produire sur le monde des conceptions naïves qui sont contredites par la théorie d'évolution. Le cerveau humain, il a des intuitions qui sont pile à l'inverse de ce que dit la théorie. Et donc tout se passe comme si le cerveau était construit par l'évolution avec la consigne de ne pas croire dans la théorie d'évolution. Et dans mon livre L'évolution ça marche, je liste les arguments anti-évolution et je donne des réponses que j'essaie simples et compréhensibles pour voir qu'en fait toutes ces questions qui se posent, elles ont déjà été posées et on a les réponses. Les réponses ne veulent pas dire qu'on a un modèle définitif, complet et que la science n'évolue plus. Non, non. Mais au minimum, on peut donner une évaluation, comme ça, avec un curseur, sans que ce soit binaire, et on sait pourquoi tel modèle est plus fiable, a donc plus de chances d'être vrai, et donc doit recevoir un peu plus d'adhésion de ma part que les modèles alternatifs. Et donc, je vous le répète, il n'y a pas de questions bêtes. Les questions qui nous semblent bêtes, essayez, d'ailleurs, c'est mon conseil et c'est ma demande. Si vous êtes d'accord avec la science et avec la théorie d'évolution, quand vous croisez des gens qui posent des questions qui vous semblent bêtes, essayez de construire une péto chez vous, sans forcément aller prêcher, une réponse. Quelle est la réponse simple à si l'évolution nous dit que l'homme descend du singe, alors c'est bizarre qu'il y ait encore des singes. Quelle réponse on donne à ça? Vous allez voir que peut-être c'est pas aussi simple que ça peut vous paraître, et que si vous échouez à donner une réponse simple à une question qui vous paraît stupide, c'est qu'il vous manque des connaissances sur ce que dit la théorie, et à cela, il y a des remèdes formidables qui sont les livres qui parlent de science ou les vidéos. Consommez-en, partagez-les, aimez-vous les uns les autres, et du coup des bisous, et à bientôt.